Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la ligne 1000. Aujourd'hui, nous allons parler des produits Apogea. Nous avons aujourd'hui Vincent Audelier, directeur de projet, qui va animer cette web démo et nous aurons également Raphaël Charles qui va nous rejoindre au cours de la web démo, qui est le directeur pôle 1000 et dématérialisation chez Apogea. N'hésitez pas si vous avez des questions lors de la web démo. Il y a un chat à votre disposition. Vous pouvez poser toutes vos questions et à la fin du webinaire, on va prendre 5 à 10 minutes de notre temps pour répondre à vos interrogations. Du coup, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Vincent. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les différents produits internes que l'on fait autour de la partie Sage 1000. Donc les produits qui ont été faits mais réalisés par nos différentes équipes techniques afin de vous présenter un peu un petit panel de notre savoir-faire en fait et voir comment est-ce que vous pouvez optimiser les solutions Sage 1000 au travers de ces différents outils. Donc on va vous présenter tout un tas d'outils qu'on a déjà réalisés. Voilà, et puis n'hésitez pas à échanger, à poser des questions sur en fait les outils présentés, si cela vous intéresse ou si vous voulez avoir des informations complémentaires. Donc on y va. Alors, hop, donc l'idée, hein, donc c'est profiter de l'expertise de Apogea pour optimiser donc vos solutions Sage 1000 au travers de nos outils Apo. Apo comme Apogea, bien entendu. Donc, on a le premier outil qu'on va vous présenter, enfin dont on va vous parler, en tout cas, c'est Apo Conta. Donc, c'est un package d'amélioration fonctionnelle qu'on a mis en place au travers d'un outil particulier qui va vous permettre d'avoir tout un tas d'améliorations sur du fonctionnel Sage classique, sur des petites fonctionnalités qui n'existent pas et que nous avons fait pour pouvoir répondre à différents besoins clients. Je vous détaillerai ça un peu plus tard. On a un pot Excel qui est l'automatisation des écritures via Excel. Donc, grosso modo, vous saisissez vos écritures sur une trame Excel et ça écrit directement dans Sage. Il y a au travers d'un système d'import-import, mais qui est complètement transparent pour les utilisateurs, c'est du temps réel, donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, ApoFlux, donc c'est l'optimisation des flux d'importation multisources avec tout un tas d'outils qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Donc multisource, multisociété. Donc on va pouvoir injecter dans Sage tout un tas de flux avec des contrôles, avec des fichiers qui seront horodatés, qui seront tracés avec des sessions par type d'importation, avec des envois de mails sur les erreurs, également des outils de contrôle post-intégration, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre de contrôler la qualité de votre data avant de l'injecter dans Sage, parce qu'on sait que Sage fait beaucoup de contrôle. Et parfois, si la qualité de votre data n'est pas propre, on se retrouve avec beaucoup de messages d'erreur. Et si c'est des fichiers multi-sociétés, ça peut être un petit peu compliqué à traiter avant. Donc là, l'idée, c'est de gérer le problème avant. Ensuite, ApoFusion. Donc, on a développé pour sur certaines missions un outil pour faire des fusions simplifiées ou bien des fusions, enfin ou bien des tubes. Donc l'idée en fait, plutôt que de faire des fusions un peu manuellement comme on le fait traditionnellement quand on a 2, 3, 4, si vous avez des grosses fusions à faire, on a eu des clients qui avaient plusieurs centaines de sociétés à migrer, on a développé du coup un outil pour automatiser et simplifier ces fusions tant sur les contrôles que sur les apports de titres ou autres. Ensuite, nous avons le Apo Paralec, donc le parapheur électronique. Donc l'idée du parapheur électronique, c'est dans un système de paiement global de pouvoir gérer vos paiements en automatique avec le bon à payer, avec la génération des bordereaux en automatique, mais surtout au moment où vous êtes dans la partie banque paiement où vous récupérez vos ordres, l'idée c'est d'intégrer l'URL de la facture
d'origine via un outil de dématérialisation afin que le signataire, quand il va signer ses remises et donc les ordres qui les composent, il ait accès en direct aux différentes factures, donc au PDF en fait, des factures qu'il doit signer, d'où la notion de parapheur. Apo Bank, donc l'idée c'est de comptabiliser en automatique les écritures bancaires tiers sur du multicritères, c'est-à-dire que aujourd'hui tout ce qui est comptabilisation sans tiers ou les comptabilisations issues des données que l'on génère sur les paiements, ça fonctionne très très bien. Par contre, pour tout ce qui est typiquement les prélèvements, les virements clients en reçu, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, on a fait des spécifiques pour pouvoir identifier les tiers beaucoup plus facilement à travers du numéro de SIRET, par exemple, des coordonnées bancaires, et de pouvoir avoir une espèce de SaaS où on peut affecter comme ça les tiers correctement et vous faciliter l'aspect comptabilisation sur ces flux-là. Mais globalement, en général, on englobe aussi mais cette prestation avec la comptabilisation de tous vos flux pour que vos rappros soient plus fluides derrière, mais qu'on passe moins de temps sur la saisie d'écriture. Apo Emprunt qui est un module qu'on a complètement développé, parce que Sedge aujourd'hui en standard ne gère pas de module pour gérer les emprunts. On a juste en trésorerie la partie emprunt spot, mais on n'a pas les emprunts avec les différentes échéances qui courent tous les mois, etc. Donc on a fait tout un module particulier pour ça qu'on peut gérer et côté comptabilité ou côté trésorerie, selon si vous avez le module de trésorerie ou pas. Donc, on va jusqu'à la génération des flux, que ce soit des flux comptables ou des flux bancaires, selon si vous êtes, enfin des flux de trésorerie, pardon, si vous êtes sur le module comptable ou sur le modèle de trésorerie. Ensuite, le Apocac. Donc, on a beaucoup de demandes de clients, effectivement, où les CAC demandent tout un tas de rapports qui sont parfois un peu compliqués à fournir. Et donc, on a eu pas mal d'exemples avec énormément de documents et de traçabilité à mettre. Donc, on vous propose un accompagnement là-dessus pour en fait bien identifier les flux des CAC, bien les segmenter et avec tout un tas de livrables qu'on saura fournir à ce niveau-là. Donc, notamment tout ce qui est les cabinets Deloitte, etc. Voilà. Et enfin, les Apo Connect, ce sont des connecteurs personnalisés au travers de différentes solutions, que ce soit des solutions mais de paiement, des solutions mais de démat, des solutions enfin, qui sont liées à la santé, à l'automobile ou autre. L'idée, c'est d'apporter notre expertise pour que, au travers d'API, qu'on puisse connecter les produits Sedge avec des solutions métiers afin de fluidifier les flux et être toujours en temps réel. Donc, c'est ce double impact. Donc, on vous a listé un certain nombre de connecteurs qu'on a eu l'occasion de mettre en œuvre déjà. Et donc, nous apporter notre expertise là-dessus. Voilà un petit peu pour une présentation générale, et puis on va aller un petit peu plus loin sur la présentation sur chaque APO pour aller un petit peu plus loin. Et vous ayez une petite idée de budget pour chacun d'eux. Donc, APO comptable. Donc un package d'amélioration fonctionnelle. Donc, il est assez large puisqu'il contient pas mal de petites nouveautés. On a tout mis sur un package unique. Donc, il comprend donc l'amélioration de la gestion des paiements, donc le regroupement multi-références. Lorsque vous êtes sur un bordereau, quand vous sélectionnez plusieurs factures, par défaut, il vous fait une seule ligne, mais il n'y a pas de libellé, il n'y a pas de référence. Donc, en termes de communication bancaire vis-à-vis de vos partenaires, pas toujours simple, ou alors il faut compléter l'information à la main. Là, en fait, on va concaténer les références de vos différentes factures pour que ça apparaisse directement sur votre ligne et donc derrière, bien entendu, sur les relevés bancaires de vos partenaires. On a aussi, sur la gestion des paiements, fait des comptabilisations en direct pour éviter de lancer un traitement de comptabilisation, donc soit les écritures, soit aussi avec les flux en devises, et quelques autres petites améliorations sur la partie paiement. Donc là, on part surtout de la partie bordereau.
DAS2 aussi. DAS2, on a porté quelques améliorations donc sur la DAS des honoraires, au niveau des comptes et des natures par compte. Grosso modo, ce qu'on va vous permettre, en fait, on va vous permettre de rattacher des natures d'honoraires à vos comptes hors taxes et de mettre à jour vos natures par ce biais-là. Aujourd'hui, ça fonctionne comment? On rattache des types d'honoraires à des fournisseurs, sachant qu'on peut avoir plusieurs natures. Et au niveau de l'écriture, on va aller alimenter comme ça la bonne nature. Donc là, bah, souvent, en fait, on se rend compte que c'est souvent le compte qui va déterminer le type de nature. Donc, on a mis une amélioration pour faciliter la vie et du coup faire de la mise à jour en fonction de nature, donc lier la nature à un type d'honoraire. Les répartitions périodiques, donc on pense souvent au CCA, aux charges constatées d'avance. Donc on a mis en place des solutions qui nous permettent d'importer au travers de solutions externes, use ou autres, des dates de début, date de fin, donc qui va correspondre à la répartition périodique que vous allez faire. Et en fait, on va directement, au travers de ça, générer les itérations des répartitions périodiques dans Sage, donc une par mois en fonction de la date de début, date de fin. Donc on va créer l'itération directement et on a la possibilité aussi de faire la comptabilisation automatique de ces répartitions. Parce qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement Sage, on peut le faire manuellement, mais en automatique, ça ne fonctionne pas bien. Voilà, donc on a optimisé ces flux-là pour que les CCA soient plus fluides. Également des optimisations sur tout ce qui est recherche, édition, donc recherche par libellé, avec libellé variable, hein. Aujourd'hui, les recherches par libellé sont sur des libellés fixes, donc c'est difficile à utiliser. Des balances à date, en standard, les balances sont que par période, donc par mois, un mois plein. Là, on peut faire des périodes des balances, pardon, de date à date. Exportation de la balance tiers et du grand livre tiers sur Excel. Aujourd'hui, nous n'avons que les balances générales qui sont fournies et les grands livres généraux qui sont en standard fournis sur Excel, et une balance AG interactive, entre autres. Là, un petit peu, donc, vous voyez tout un tas d'améliorations fonctionnelles sur des sujets divers et variés. Voilà, donc là-dessus, en général, on va budgéter, on aura un budget de 1-3 jours selon le contenu, en fait, selon ce qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on va piocher dans cette liste, quelles sont les améliorations fonctionnelles qui peuvent vous intéresser. Et donc, en fonction de ça, donc on met en place la solution, on vous forme à l'usage, on rajoute les écrans, parce que la plupart du temps, c'est des écrans personnalisés, donc il faut bien rajouter dans votre environnement sur les populations données. Donc voilà, quand même un petit peu de travail pour mettre tout ça en œuvre, mais c'est des solutions éprouvées. Voilà, donc quel bénéfice? Eh ben, 100% d'amélioration fonctionnelle. On a un pack complet qui est livré, donc même si vous n'utilisez pas tout à date, vous pouvez les compléter après coup. Des éditions donc du coup personnalisées, comme on l'a vu. On estime à 70% de gains de productivité selon les différents thèmes. Et bien sûr, vous profitez 100% de l'expertise Apogea au travers de ces outils. Alors Vincent, j'ai des questions déjà. Oui. Est-ce que ces références seront aussi présentes sur les virements réalisés à nos fournisseurs pour qu'ils puissent rapprocher facilement nos paiements avec leurs factures? Tout à fait, c'est le but en fait, hein. Le but de cette concaténation, au-delà de dire ça m'évite de faire de la saisie, c'est que ça se retrouve sur le fichier XML et donc ça se retrouve après sur les relevés de compte, mais de vos fournisseurs. Mais le but c'est ça en fait, hein. C'est qu'ils aient bien mais la référence et qu'ils évitent de rappeler après le service comptable pour dire ah bah, vous m'avez fait un virement de temps, qu'est-ce que ça paye quoi. Donc oui, D'accord. Et j'ai une autre question. Est-ce que ce pack comprend d'un seul coup toutes ces fonctions? oui. Ce pack comprend toutes les fonctions, puisque toutes les fonctions sont intégrées dedans. Par contre, après, selon ce que vous voulez mettre en œuvre, et ben voilà, on va passer mais plus ou moins de temps. Mais ça vous empêche pas, même si vous le prenez et que vous voulez pas tout mettre en œuvre, vous n'avez pas forcément le besoin à date de ne pas les mettre par la suite, hein. Mais oui, c'est un pack de fonctionnalités qui contient tout. Ça marche. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Très bien, merci. Donc, on continue. Donc autre Apo Excel, donc l'automatisation des imports d'Excel, des imports d'écriture, excusez-moi, via Excel. Donc le principe, c'est d'automatiser. Donc en fait, on se rend compte qu'énormément de clients travaillent beaucoup sur Excel, notamment pour, historiquement, on l'avait surtout fait pour les OD de fin d'année qui sont fournis par les CAC. Donc plutôt que de les renseigner manuellement dans Sage, qui est un peu laborieux
parfois, eh ben, on a créé un outil pour ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir une trame Excel qui est prédéfinie, qui est, et en fait, qui va vous permettre d'intégrer vos flux dans Sage. Alors, pas par un import-export classique, c'est que là, on est en temps réel. C'est-à-dire, je vais saisir sur Excel, j'appuie sur un bouton sur Excel et via une macro et le 5 agents, on va écrire les écritures dans Sage directement. Donc, il y a quand même un échangement de fichiers, hein, mais il est tracé et en fait, ça se fait de manière transparente pour l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une trame qui est personnalisable, avec la possibilité de mettre des données en ligne ou en colonne. Ça, c'est le premier point. Donc, en fait, même si on a une trame générique, vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Je vous montrerai quelques print écrans après. On gère aussi bien des écritures générales et auxiliaires avec ou sans analytique. Et on a aussi une trame pour gérer des écritures analytiques pures, donc qui n'impactent pas votre comptabilité générale, mais qui travaillent que sur vos natures. D'accord. Voilà, donc en fait, le gros avantage, c'est que 100 c'est du saisie en temps réel. On n'a pas besoin d'enregistrer le fichier en CSV, de le déposer sur un endroit, de l'importer, et cetera, et cetera. 100 paramétrable, je vais vous montrer après. On a une traçabilité des flux puisque vous avez dans votre trame Excel, vous aurez la possibilité de faire un onglet sur Excel avec un nom. Et en fait, ce nom-là, il va être retrouvé dans votre session d'importation. En fait, on va générer un fichier par onglet, enfin par feuille, Excel, pardon. Et donc, ça va générer un fichier qui portera son nom que vous retrouverez sur votre session d'importation. Vous avez une vraie traçabilité de votre flux. Bien sûr, là aussi, on profite de l'expertise Apogea et pareil, on a un gain de temps quand même assez conséquent puisqu'on évite toute la mécanique qu'on fait souvent un petit peu manuellement avec les risques. J'ai enregistré mon fichier en CSV, il y a des lignes. Vous savez, sur Excel, j'ai des lignes en plus, des lignes en moins. Enfin, vous avez dû sûrement tous connaître ces quelques déboires. Puis bon, voilà, c'est du Excel, donc Excel en général, tout le monde maîtrise le sujet. Quelques petits exemples. Donc, la partie paramétrage, donc à gauche, en fait, vous avez un écran qui vous permet d'aller sélectionner donc la source, d'aller sélectionner des données en en-tête. Il n'y a pas d'obligation, hein, mais vous pouvez mettre par exemple par défaut le code journal, mais l'outil de pièce, mais la devise, mais votre analytique, etc. Mais dans quelle cellule est-ce qu'on démarre? Et en bas, un petit tableau où sur les lignes, vous pouvez les mettre soit effectivement, c'est des lignes qui sont en en-tête, donc si c'est vide, ça veut dire qu'on va prendre la donnée en en-tête, soit sur une colonne et on va déterminer la colonne que l'on veut. Bien sûr, ces modèles sont duplicables, personnalisables. Voilà. Et après, vous avez la trame avec les masques de saisie, écriture générale. Donc, selon ce que vous avez défini, soit vous avez des données en en-tête ici, établissement, date et la société. Donc, ça, c'est un premier onglet. Vous pouvez faire des onglets différents pour aller sur des sociétés différentes, par exemple. Et après, vous renseignez vos champs en fonction de la colonne dans laquelle vous avez mis vos champs. Bien sûr, si vous avez des zones ESM spécifiques, vous pouvez les rajouter également, hein. Et on a enfin également un modèle pour les écritures analytiques pures, donc là qui concerne que des natures de flux pour rappel. Pardon. Je ne sais pas s'il y a des questions sur. Vincent, j'ai des questions, oui. Oui. Est-ce que l'utilisateur qui saisit sur Excel doit avoir une licence Sage 1000? Alors non, pas forcément, puisqu'en fait quand on le lance, en fait c'est un automate qui le prend en compte, donc c'est l'utilisateur automate qui va passer l'écriture Sage. Et est-ce qu'on a des limites de volume? Non, en fait, c'est de l'apport. En fait, c'est comme si on faisait notre traitement entre guillemets à la main, hein. Vous pouvez faire un énorme fichier Excel, mais que vous préparez, mais que vous lancez. La seule chose, c'est que toute la routine, elle est gérée en automatique. Donc, on aura et la traçabilité et les imports. Donc, pas particulièrement, pas plus que sur l'intégration classique d'écriture dans Sage. C'est la même mécanique qui tourne derrière. Après, Heu, bien sûr, hein, vous aurez toujours les contrôles métiers de Sage, mais qui vont s'appliquer, hein. Ça change pas. on a une autre question. Est-ce que nous avons les contrôles de Sage 1000 dans les sessions d'impôt? Alors, du coup, oui, hein, c'est ce que je vous dis, les contrôles Sage 1000 restent toujours effectifs, hein. C'est aussi bien les contrôles d'équilibrage, mais de TVA, mais de période ouverte, de données existantes, etc. Donc, tous les contrôles Sage restent complètement actifs, parce qu'en fait, ça reste de l'importation comme si vous aviez fait votre import à
à la main. Mes gros avantages, c'est que je suis sur Excel, j'ai pas besoin d'enregistrer sous un autre mes formats ou autre. Je peux personnaliser le format et ça va écrire dans Sage en temps réel directement avec toute une traçabilité du flux. Mais les contrôles Sage sont toujours présents, bien Et du coup, entendu, heureusement. c'est un fichier par société ou il peut être multi-société sur la même matrice? Il peut être multi-société. Ça, c'est du paramétrage. D'accord, ok. Bah, c'est tout pour l'instant. On peut continuer. OK, alors on continue. On a ensuite le Apoflux. Apoflux, donc l'idée, c'est de sécuriser un peu vos imports multisources, hein, parce que un des gros points forts, Mailing Mill, c'est d'être un peu le réceptacle des différentes solutions métiers, mais qui gravitent dans votre environnement. Donc le Apoflux, en fait, il va permettre donc d'optimiser les flux d'importation. Donc c'est-à-dire qu'on va nommer les sessions d'importation par source. On va avoir des fichiers qui vont être horodatés, on va être en capacité de faire du rollback à la demande, hein. Le rollback, c'est j'ai fait un import, ça s'est mal passé, quelle que soit mais la raison, ou je me rends compte après coup que mes fichiers sources étaient erronés, qu'ils étaient pas bons, plutôt que d'aller supprimer mes sessions, supprimer mes écritures à la main, des flux qui sont déjà passés, je vais pouvoir faire un rollback complet de la solution. Gestion des doublons aussi, hein, on intègre aussi un contrôle des doublons au niveau des noms de fichiers pour être sûr qu'on n'intègre pas deux fois le même nom de fichier dans la base. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un import sur un fichier et que vous oubliez que vous l'avez fait et que vous le refaites, ben, potentiellement, vous allez intégrer vos écritures en double. Donc là, contrôle de gestion à ce niveau-là. Là, ça, c'est pour la partie un petit peu technique. Derrière, on a la possibilité de faire de consulter les soldes et balances des flux importés. Donc, on va contrôler que les montants de mon fichier source et de ce que j'ai importé dans Sage sont bien cohérents et qu'il n'y a pas d'écart. Voilà. Possibilité d'avoir la gestion des logs détaillés sur les envois avec des retours par mail. Donc, on va paramétrer les personnes à qui on veut envoyer les mails et dès que vous allez injecter, vous recevrez des mails. En général, on n'envoie que les erreurs, hein. Donc, on va envoyer les erreurs, enfin par mail, les erreurs avec le détail des logs tel qu'il est présenté dans Sage, dans votre automate ou quand vous traitez les fichiers à la main. Et on peut aussi mettre en place un outil de contrôle de la qualité des données à injecter. Donc ça, c'est un spécifique qui, avant de l'injecter dans Sage, donc là aussi, on peut être multisource, hein, vous allez mettre votre fichier que vous voulez injecter. On va appliquer un certain nombre de règles. Aujourd'hui, je crois qu'on en a une vingtaine ou peut-être 25. Donc, on va contrôler toutes ces règles-là. Est-ce que si c'est par exemple un fichier avec des points-virgules, est-ce que dans mon champ de libellé, j'ai pas un point-virgule? Est-ce que le fichier est équilibré? Est-ce que les tiers existent? Est-ce que les comptes existent? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ma période est ouverte ou quoi? Ou quoi? Et en fait, donc si le fichier est conforme, qu'il n'y a pas d'erreur sur la liste des 20 ou 30 contrôles effectués, le fichier va être mis sur le répertoire pour être importé dans Sage. Et en général, le 5 agent prend le relais et l'intègre directement. Par contre, s'il y a des erreurs, il va vous faire un envoi de mail, il va faire un rejet du fichier dans sa répertoire en vous disant voilà, tel contrôle bloque. Voilà. Et l'idée derrière, c'est de retravailler le fichier pour l'injecter. L'idée, c'est notamment quand vous apportez des gros fichiers, plutôt que d'avoir des temps de traitement qui peuvent être longs sur du multi-société, etc., et avoir des rejets qui peuvent être après, avoir plusieurs allers-retours et avoir des gestions un petit peu compliquées, surtout si on n'est pas sûr de la qualité de notre data, c'est de contrôler le fichier en amont. Entre guillemets, parfois c'est plus facile de le corriger sur un fichier plat que de le corriger si vous avez 150 sessions d'importation dans Sage sur 150 sociétés, c'est un peu plus compliqué à traiter. D'accord? Donc on a fait pour ça un outil de contrôle de la data en fait qui va contrôler les principales règles de gestion dans Sage. Alors on n'aura jamais toutes les règles de gestion de Sage, hein, parce qu'il y en a trop, mais voilà, on a ciblé mais sur les principales, sur les erreurs les plus récurrentes, les problèmes de TVA, les problèmes de comptes qui sont absents, etc., etc. Voilà, donc là aussi en fonction de ce que vous voulez mettre en place, en général on budgète ça entre 2 et 4 jours.
Je crois, je sais pas, si voilà. Quel bénéfice? Donc l'idée c'est de sécuriser 100% mais de vos flux, bien sûr. On a un monitoring sur les flux, hein, sur les fichiers sont horodatés. On a la trace dans chaque importation de la source, donc c'est plus facile à suivre. Aussi, vous avez des mails avec mais les erreurs. Donc on a toute la traçabilité. Bien sûr, bah, on a un gain de productivité parce que dès lors que vous faites des apports, s'il y a des erreurs, vous avez un mail qui vous dit l'erreur c'est ça, bah, tout de suite vous pouvez me cibler et pas attendre le retour de la compta qui va vous envoyer un mail ou qui va envoyer un mail au responsable qui voilà donc ça va simplifier les chaînes d'information en interne. Et si vous avez l'outil de pré-contrôle, et ben plutôt que traiter X erreurs dans Sage ou de supprimer les fichiers, de les rejouer, de supprimer les lots, de les rejouer, etc. Vous avez l'information en amont. Et là aussi, vous bénéficiez pardon, de l'expertise Apogea. Voilà, donc ici, par exemple, je vous ai mis un exemple de mail avec, ici, on a un mail où on voit qu'il y a des références qui existent déjà. Donc, on reçoit un mail qui nous dit, voilà, telle pièce, la référence existe mais déjà euh, sur telle et telle pièce. Et en haut à droite, on a l'écran de contrôle de la qualité de source où en fait, on va mettre le fichier d'origine, le fichier mais de destination. On va mettre un certain nombre de paramétrages pour savoir où se trouvent les champs. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir paramétrer en sachant qu'on va pouvoir contrôler. Si vous avez par exemple 5 types d'imports de 5 sources différentes, vous allez pouvoir paramétrer les 5 types d'imports pour qu'il aille vérifier les descriptifs d'importation en fonction des fichiers. Donc, on peut même avoir des descriptifs d'importation sur des fichiers et il va contrôler aussi la qualité de données de ces fichiers. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Alors oui, il y a des questions. Est-ce que c'est multi-société? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, hein. De toute Alors, façon, tous les traitements qu'on fait aujourd'hui, notamment tout ce qui est import, sont multisociels. Attention quand même, si vous êtes en monobase, en général, on travaille beaucoup sur de la monobase. Si vous êtes en multibase, il faudra en tenir compte parce qu'il y aura peut-être quelques petites adaptations à faire parce que la gestion du multisociété en multibase et en monobase n'est pas la même. Donc voilà, juste ça. Mais sinon, on sait gérer les deux cas de figure sans aucun souci. sur le log des erreurs, est-ce que c'est bien écrit en français le détail des erreurs? C'est la même chose que les erreurs de session? Oui, en fait, on reprend les logs détaillés de Sage. D'accord, donc vous voyez là sur l'écran, mais ce que vous voyez, c'est des messages d'erreur Sage sur des doublons mais de référence ou sur des contournes mais de compte ou autre. Donc c'est les logs hein, que l'on a sur les intégrations de Sage, qui la plupart du temps sont quand même parlants, sauf si vous avez une erreur mais de transaction, où là il va vous donner des termes un peu plus techniques, puisque là c'est plus des termes SQL, mais 90% de vos messages, tous les messages fonctionnels, normalement, sont relativement parlants. Je dis relativement parlants, parce que parfois, il faut quand même comprendre de quoi ils parlent, mais oui, ce sont les logs de Sage que l'on renvoie et qu'on restitue sous forme de mail. D'accord, je vois pas d'autres questions. On peut continuer. OK. Ensuite, Autotis, Apofusion. Donc, Apofusion, l'objectif, c'est d'automatiser les fusions simplifiées. En fait, on s'est rendu compte que on avait pas mal de clients qui font mais des fusions ou bien des tubes ou autres. Donc, souvent, il n'y a qu'une société ou deux, donc on va le gérer de manière assez simple. Mais on a eu de fortes demandes sur des grosses fusions avec 10, 20, 30, voire plus de 100 sociétés à faire dans des délais très très courts. Donc du coup, on a développé un outil pour gérer ces fusions multiples. Donc on fait des fusions comptables à une date donnée, donc avec un effet rétroactif en général, parce qu'en général c'est rétroactif au 1er janvier de l'année. Donc ça inclut donc l'export-import des écritures comptables, ça inclut le rétablissement sur les sociétés fusionnées de tout ce qui est lettrage et de tout ce qui est rapprochement. On inclut également la partie IMO, parce qu'il faut aussi faire la cession des IMO sur la société mais que l'on vide en fait, pour pouvoir réinjecter mais les IMO sur la société
fusionner, pardon. Voilà, mise à jour donc des IMO comptabilisés parce que comme on bascule les écritures, eh ben, il ne faut pas que les immobilisations se comptabilisent une seconde fois. Donc, on met à jour aussi ce processus-là. On livre également au travers de Sage BI tout un tas d'états et de contrôles, mais restitutions qui vont nous permettre de contrôler la situation avant, après et checker qu'effectivement on a bien fait nos fusions, on a bien repris nos reports à nouveau, etc., etc. Parce que comme on prend déjà au 1er janvier, en fait, on va quelque part vider mais les sociétés mais de leur substance pour les basculer sur la nouvelle entité. Donc, on reconstitue le report à nouveau, on réinjecte tous les flux, y compris les IMO. Donc, voilà. Et l'outil est fait pour gérer du volume et optimiser les temps de traitement. En fait, c'était surtout ça, parce que sur les demandes, comme on a eu des grosses fusions à faire sur énormément de masse, en sachant avec de la fusion multi-sociétés et multi-établissements, bien entendu, sinon c'est trop facile. Voilà, l'outil est fait pour gérer tous ces cas de figure. En termes de budget, ça va dépendre de combien de fusions vous avez à faire, bien entendu. Voilà, on estime entre 5 et X jours étant la maille, parce que si vous me dites j'ai demain 250 sociétés à fusionner, ce ne sera pas le même travail, bien entendu, que si vous en avez 10. J'ai une question par rapport aux fusions, Vincent. Est-ce que nous avons aussi la possibilité de fusionner les commandes ouvertes et ou les factures? Alors aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait, puisqu'on n'avait pas eu ces demandes dans les traitements de fusion qu'on a. Après, on peut étudier effectivement la possibilité, parce que techniquement, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas eu ce cas de figure. On a travaillé principalement sur la partie comptable et sur la partie IMO. Et combien de temps, du coup, pour fusionner? Est-ce que ça tient dans un week-end? Alors, ça peut, heu, ça va dépendre, là aussi beaucoup de combien de fusions vous avez. Là, moi, j'ai un cas concret là où, on fusionne par plusieurs lots et on fait des fusions, on est sur des lots de 20 à 30 sociétés, et on a une coupure, comptable, qui est plutôt sur 3-4 jours parce qu'on inclut les contrôles comptables. C'est-à-dire que nous, on fait la fusion technique, donc là, on 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 bloque la compta, et en fait, après la comptabilité, contrôle, donc nous on fait les contrôles, on les donne aux clients, mais parce qu'il y a aussi des apports de titres qui rentrent dedans et la comptabilité me contrôle les flux. Donc potentiellement oui, sur un week-end. Là aussi, ça dépend beaucoup de la volumétrie, en fait, hein. Mais oui, le but c'est de restreindre, les coupures comptables pour que les fusions, soient les moins, se passent le plus rapidement possible. Oui, selon la volumétrie, voilà pour répondre, heu, je peux pas vous le garantir en tout cas. Ça marche. Bah, on peut continuer, j'ai pas d'autres questions. OK, donc quel bénéfice? Donc le processus a été éprouvé sur plusieurs centaines de fusions, donc il est robuste. Le traitement est complet puisqu'on intègre alors du coup, on n'intègre pas la partie, commerciale aujourd'hui, donc peut-être qu'il faudrait que je mette un petit 80 ici, mais complet sur la partie comptable et immobilisation. On a un énorme gain de productivité, hein, parce que quand on le fait manuellement, c'est quand même assez lourd, heu, à faire. Là aussi, vous profitez bien entendu de l'expertise Apogea. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à l'Apo Parallèle, donc le parapheur électronique. Donc l'idée en fait, c'est, le parapheur électronique, c'est de gérer en fait la partie, paiement global. Donc alors souvent, parfois on s'appuie que sur la deuxième partie qui est le détail des factures de règlement, mais souvent on met un processus complet. En tout cas, s'il n'est pas en place, chez vous, peut-être qu'il est déjà en place, mais si c'est pas le cas, voilà, on va passer par le but en fait, c'est d'automatiser, d'avoir du gain de temps sur le paiement de vos fournisseurs. D'accord, donc on va passer en général par la gestion des bons à payer, hein, une fois qu'une facture arrive, qu'elle soit pas payable directement, mais qu'elle passe par un processus de validation, souvent par une solution de démat type SFD, donc Sedge Flux dématérialisé, Use ou tout acteur du marché
qui gère cette partie-là. Donc, on va donc mapper les factures dans Sage pour dire elles sont bonnes à payer. Du coup, on va pouvoir automatiser la génération de vos bordereaux, puisqu'on va considérer que dès lors que c'est bien payé, c'est payable. Donc, pareil, avec des campagnes par dizaines, par quinzaine ou autre. On va du coup automatiser derrière la génération des remises bancaires. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les remises bancaires vont être générées, qu'elles vont arriver à la signature, le signataire va pouvoir, quand il va interroger la remise et donc les fournisseurs qui sont intégrés dans la remise et plus précisément les ordres, donc les factures qu'il doit payer, eh ben, on va récupérer le numéro de, de l'URL de la facture que l'on aura généré comptablement. En gros, au début du process, quand on va générer la facture dans Sage, on va lui mettre dedans l'URL de votre solution des maths qui contient le PDF avec la facture. Et cette URL, en fait, elle va suivre le processus tout au long. Et en fait, quand on va arriver à la partie paiement, quand le trésorier typiquement, va valider les remises, il aura le détail des différentes factures qui concernent ce paiement-là. Donc, ça vous évite le fameux parapheur papier qu'on apporte avec toutes les factures pour la signature. Voilà. Et donc, bien sûr, on enchaîne ça après avec l'envoi automatique des remises bancaires. Donc le Parallec, c'est le Apo Parallec, mais les bénéfices, bah, c'est sécuriser votre processus de paiement, parce que pour le coup, votre signataire, il a la bonne information sans avoir la partie papier en fait. On gère le traitement du coup de A à Z en automatique. Là aussi, gain de productivité. Qui dit parapheur dit bah attends, je prends ma facture, je la range, je la classe, je la mets. Il faut que j'arrive à attraper la bonne tranche horaire entre 15h et 15h30 où mon signataire est disponible pour lui sauter dessus avec le parapheur afin qu'il me signe et que je puisse faire les paiements. Donc mine de rien, alors c'est pas forcément du gain de productivité logiciel, mais humainement, ça peut être un gros gain de productivité. Là aussi, on bénéficie de l'expertise Apogea, bien entendu. Et bien sûr, on a beaucoup plus d'informations dans la signature, donc ça sécurise aussi vos différents signataires. Alors, j'ai quelques questions, Vincent. Peut-on avoir le Apo Parallec sans les autres appos? Ah, bien sûr, chaque APO est indépendant. Hein, donc vous pouvez prendre plusieurs appos, mais ne gardez que, enfin, s'il n'y a que le apo Parallec, pardon, mais qui vous intéresse, rien ne vous empêche de prendre mais que cette partie-là pour que les signataires aient grosso modo l'URL de chaque facture. Il n'y a pas d'obligation d'avoir les autres appos mais si vous n'en avez pas le besoin. Si typiquement vous ne faites pas d'import ou très très peu, bah, tout ce qui est Apo Flux, Apo Excel vont peut-être moins vous intéresser, par contre, bien sûr. Voilà. Mais oui, Mon DG peut donc voir les factures avant de les payer? c'est ça le but. Et effectivement, c'est qu'en fait que votre DG quand il va faire la signature dans Sage, au moment où il voit sa remise dans les ordres, il a un lien avec les URL des différentes factures, il clique dessus et ça lui ouvre la facture. Et cela fonctionne aussi dans le cadre des paiements groupes? Bien sûr, tout à fait. J'ai une nouvelle question. L'URL de la facture est attachée au moment de la saisie de la facture, c'est bien ça? Tout à fait. Alors soit il est saisi, soit en général il est plutôt injecté, hein, parce que quand on est dans ce processus-là, dans 90% des cas, c'est qu'on a une solution de dématérialisation des factures en face, telle, telle qu'elle soit en fait. Hein. Et en fait, en fait, on injecte la facture dans Sage avec l'URL correspondant. Donc du coup, dans Sage, quand vous cliquez sur l'URL, de la même manière, vous avez la facture. Par contre, en standard, ça ne remonte pas en fait une fois que vous avez fait votre bordereau, une fois que vous avez fait votre remise bancaire par défaut, mais ça ne remonte pas. Donc là, le Apo Parallèle, justement, il va garder cette traçabilité jusqu'au bout pour que lorsque vos signataires arrivent sur leur remise, bah, qu'ils aient toujours ce lien-là et qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils payent. Parce que c'est toujours, mais la question, j'ai un virement mais de 15 000, c'est quoi?
On me demande si est-ce que c'est la même chose que use? Alors, c'est pas la même chose que use, puisque là, on parle de signataire, heu, au niveau de la remise, hein. Use, vous avez un circuit donc vous gérez votre facture, donc il va du coup s'injecter dans Sage typiquement avec cette fameuse URL qui se met à jour du coup dans Sage. Après, vous avez un circuit de validation pour le bon à payer, donc on est plutôt, si je reviens un peu en arrière, pardon, on est plutôt ici sur la gestion du BAP. En fait, use va aller jusqu'à la gestion du BAP. Donc là, il y a un circuit de signature qui va souvent passer par des responsables de service ou autres qui vont signer pour dire OK, pour moi c'est bon à payer. Donc ça va arriver dans Sage, la facture va être bonne à payer, va être récupérée par votre bordereau, vous allez pouvoir générer vos remises bancaires. Mais après, le signataire, en général, c'est une autre population qui, pour le coup, n'a pas forcément fait la signature en amont du bon à payer. Typiquement, mais c'est le DG qui arrive en bout de chaîne ou le trésorier et qui dit OK, ben, mais j'ai 15 000. Bon, même si c'était signé par le chef de service, il va avoir un œil, un contrôle et bah, ça évite de lui coller mais le parapheur avec les différentes facture. Donc, même si j'ai du use ou une autre solution de dématérialisation, mais ça a son sens. Sauf si vous considérez que dès lors que j'ai le BAP, on signe les yeux fermés. Et c'est rarement le cas. Il n'y a pas d'autres questions. On peut poursuivre. D'accord, merci. Merci Jessica. Alors on continue Apobank. On parle de la comptabilisation des écritures bancaires tiers. Donc Apobank, ici, donc on va pouvoir, donc l'idée c'est de comptabiliser les écritures bancaires sur la base des relevés de compte. Donc on va gérer les formats CFONB, les formats XML. L'objectif c'est de reconnaître les tiers à partir des différents critères SIRET, IBAN, numéro de facture, et d'intégrer aussi la gestion de l'analytique. Donc, on va avoir un suivi des flux comptables. On va pouvoir automatiser le lettrage dans certains cas, parce que c'est pas toujours simple, le lettrage mais comme on sait. Et on va pouvoir automatiser les rapprochements. Ça veut dire qu'en standard, dans Sage, on sait faire très facilement, à partir de votre relevé, comptabiliser les écritures générales, vos frais bancaires, vos remises, les cartes bleues, est-ce que ça bouge pas, on connaît le compte, etc. Bon, même si l'analytique est figée en standard, on va savoir le gérer correctement dans Sage. On va savoir en général gérer correctement tous les paiements que l'on émet, puisque c'est nous qui mettons les paiements, qui comptabilisions l'écriture. Donc, en général, les critères de rapprochement automatique fonctionnent bien. Par contre, tous les virements, tous les éléments que l'on reçoit, l'exemple le plus probant, c'est les virements clients. Donc, on n'a pas la maîtrise sur le rythme. En fait, on s'en rend compte que quand on a les avis de virement ou quand on a le relevé, et ben, c'est de ça que l'on parle principalement, puisque l'idée, la difficulté sur ce type de flux, c'est d'identifier le tiers, puisque l'information n'est pas toujours facile à capter. Donc, notamment, on a sur les fichiers XML de maintenant, en plus de nouvelles informations, les fichiers ils ont été enrichis. Et donc, on va pouvoir, grâce à ces notions-là, SIRET, IBAN ou autre, récupérer l'information beaucoup plus facilement et donc identifier le tiers beaucoup plus facilement. Avec un lettrage dans certains cas qui va être possible, pas toujours, parce qu'il y a tellement de cas complexes sur le lettrage qu'on ne pourra pas gérer tout, mais et avec un rapprochement qui se fera naturellement, puisqu'on va rapprocher à partir de l'écriture du relevé de banque, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et si on n'a pas l'information suffisamment du SIRET, de l'IBAN ou autre qui nous permet de rapprocher avec le tiers, on aura un écran qui va nous permettre d'aller faciliter l'affectation du tiers en ayant le combo box avec le bon compte tiers pour pouvoir l'affecter directement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui en standard dans Sage 1000. J'ai une question, Vincent. Oui. Est-ce que je peux aussi comptabiliser les indemnités journalières ou tout ce qui touche à l'URSSAF? Alors oui, quand on parle en fait, toute écriture qui porte un tiers ou pas d'ailleurs, la difficulté est toujours dans ce type de processus d'identifier le flux. Donc est-ce que j'ai au travers de la donnée, enfin si on veut que ce soit automatisé bien entendu, hein. Si je veux que ce soit automatisé, il faut que j'arrive au travers de mon relevé à identifier
le type de flux. Alors parfois, typiquement sur l'URSSAF, c'est pas évident parce que c'est un virement comme un autre et donc on n'a pas de données qui va me permettre de l'identifier complètement en automatique. Si c'est pas le cas, eh ben, j'ai mon écran qui va me permettre de l'affecter du coup à la main sur la base mais du libellé. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, je récupère mon écriture bancaire avec le bon montant, la bonne date, etc. J'ai juste qu'à lui affecter le bon compte pour que la comptabilisation puisse se faire. Et du coup, que le rapprochement se fasse aussi. Donc, c'est un facilitateur pour passer vos écritures bancaires et pour faire votre appro, voir votre lettrage si les conditions mais sont réunies, avec encore une fois deux cas. Soit on est capable d'identifier le tiers facilement parce qu'effectivement, j'ai une donnée dans mon relevé qui me le permet. Les nouveaux relevés en XML sont maintenant beaucoup plus riches et nous donnent beaucoup plus d'informations. Soit je ne peux pas parce que de toute façon, je n'ai pas l'information et auquel cas, j'ai l'écran qui va me permettre d'affecter beaucoup plus facilement la contrepartie comptable, donc le compte et surtout les tiers. Et on me demande est-ce que on peut avoir un exemple de cet écran? Là, je l'ai pas dans ma slide, mais si ça vous intéresse, vous pouvez soit nous contacter après la réunion, soit contacter mais, mais votre commercial et puis on vous le montrera, oui, bien sûr. Donc du coup, j'avais pas parlé des bénéfices, excusez-moi. Donc ben, l'idée, c'est de sécuriser votre processus mais de paiement, d'avoir un traitement complet, puisque en fait, à partir de mon relevé, je vais passer l'écriture comptable, je vais la rapprocher, voire la lettrer dans le cas où je peux le faire. Donc ça m'évite justement de faire des saisies à la main dans celle du rapprochement à la main ou en semi automatique ou autre. Là aussi, on profite bien sûr de l'expertise Sage, bien entendu, et on va pouvoir avoir du gain de temps tant sur l'écriture que sur les traitements, lettrage, rapprochement. On me pose une question, est-ce que cela fonctionne pour les écritures de recettes et de charges? De recettes et de charges. C'est-à-dire dans le cas où vous passez pas mais par des tiers. J'imagine que c'est ça. Bah, toujours sous la même contrainte, oui, dès lors que alors souvent, alors je sais pas à quoi vous pensez, mais je vais reprendre l'exemple des frais bancaires, parce que pour le coup, c'est une charge. Les frais bancaires, on sait le faire de manière classique. On n'a pas besoin de Apobank pour ça, puisqu'on sait que tel type de flux bancaire, donc tel code interbancaire issu du relevé, les codes 62, 63, 64, correspondent à des frais bancaires et donc on peut associer le compte de charge correspondant. On peut en associer qu'un par banque, hein, et donc du coup, quand on fait ça, et on peut le mettre sur un automate, la ligne 1000 va, grâce au code interbancaire, identifier le compte et donc passer votre écriture avec votre compte, mais de frais bancaires par la banque en automatique et faire votre rapprochement. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas de données toujours dans votre relevé suffisamment fine pour identifier le flux, bah, là aussi, vous aurez l'écran qui va vous permettre un peu plus facilement d'aller sélectionner le bon compte pour le coup, euh, mais pas le tiers, parce que si on parle de produits et de charges, vous n'aurez pas de tiers forcément. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bah, je pense que oui, parce que cette personne n'a pas posé d'autres questions. D'accord. Est-ce que c'est J'ai pas entendu Jessica, pardon. planifiable le matin avant qu'on arrive, par exemple? Ah bah c'est le but, bien sûr. Ce type de processus, en général, on reçoit les relevés qu'on intègre soit par Sage, soit par un autre outil de communication bancaire. Donc les relevés sont déposés, sont intégrés dans Sage. Dès lors qu'ils sont intégrés, on va justement lancer les traitements de comptabilisation, donc soit d'écriture générale, soit d'écriture tiers, pour que justement ils passent les écritures et du coup qu'ils les rapprochent, voire qu'il les lettres.
Et après, en général même d'ailleurs, on va l'enchaîner avec un traitement de rapprochement bancaire qui va rapprocher les autres flux en fait, hein. Le but, c'est que quand j'arrive le matin, et ben, j'ai déjà le gros de mon relevé qui a été traité, en tout cas tous les flux dont il a connaissance ou pour lesquels on a des contreparties qui sont déjà traités en automatique pour n'avoir que le résidu, quoi. Après, je le traite au jour le jour, à la dizaine, au mois, mais le but, oui, c'est que le relevé, dès qu'il arrive, il est traité, il passe mes écritures bancaires, etc., etc. Dès lors que on a suffisamment d'informations pour automatiser le flux, bien sûr. Ouais, ça marche. Ben, on peut poursuivre. Voilà, donc là on est aussi sur du budget de 2 à 5 jours selon le périmètre voulu. Donc ça, je l'ai déjà présenté. Et on passe au module apport emprunt. Donc le module de gestion d'emprunt. Donc là c'est un module qu'on a développé chez Apogea autour de deux modules, enfin de deux applicatifs plus précisément, l'applicatif comptable ou l'applicatif de trésorerie, parce qu'on a eu des cas avec des gens qui n'avaient pas la trésorerie, des cas avec des clients qui avaient la trésorerie. Donc l'idée, c'est de pouvoir catégoriser le prêt, tant sur la partie du capital, sur la durée, sur la méthode d'amortissement et sur le type de prêt, de pouvoir gérer tout ce qui est échéancier, amortissement, intérêt, capital, les coûts bancaires, etc. Et derrière, de pouvoir gérer les flux d'emprunt, donc soit au travers d'écriture comptable quand on est côté comptable, soit au travers de flux prévisionnels de trésorerie quand on est côté trésorerie. Donc on est sur un budget mais de 5 jours pour mettre en place ce module. Donc concrètement dans Sage, ça va se présenter sur un nouveau module, sur un nouveau menu emprunt, voilà, qui n'est pas fourni en standard dans Sage. J'ai quelques imprimes écran après, je vous montrerai. Donc c'est 1% du coup, c'est un c'est un module, pardon, 100% intégré puisqu'il est développé avec les outils de Sage, donc en montée de version, bah, c'est transparent. Pour vous, on gère donc toute la partie des emprunts qui n'est pas du tout pris aujourd'hui mais dans le scope de Sage 1000. On a bah, là pour le coup un gain de productivité important puisque vous allez pouvoir gérer vos différentes échéances, vos prévisions, vos tombées, les échéances tous les mois. Et bien sûr, on profiter de l'expertise Apogea. Vous l'avez bien compris. Derrière, j'ai quelques prints écran. Donc, en fait, on est sur la solution 1000. Donc, on a la partie emprunt où on a tout l'emprunt qui est détaillé avec à partir de quelle date, pour quel projet, quelle banque. Et on va voir tout le détail du crédit, des taux, des frais, des flux, des révisions, de l'échéancier. Voilà, donc vous avez vraiment une gestion complète mais de votre emprunt et des taux et de la manière dont il se calcule et de votre échéancier avec un statut qui va vous permettre de savoir est-ce que le flux a été généré ou pas. Donc, est-ce que j'ai fait ma prévision de trésorerie, est-ce que j'ai fait mon flux comptable directement dessus. Je crois, ouais, j'avais pas d'autres print écran sur ce sujet. Voilà, donc là, on va avec ce module gérer vraiment une partie qui n'est absolument pas présente dans Sage et qui est un peu un manquement, souvent qu'on pallie avec des écritures d'abonnement ou autre, mais on ne gère pas du tout l'emprunt aujourd'hui dans Sage. Là, voilà, on a du coup développé mais ce module parce qu'on a eu une demande qu'on avait un petit peu récurrente, mais de plusieurs clients. Est-ce qu'il y a une matrice d'import pour initialiser toute ma liste d'emprunts? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à Et fait, est-ce hein, que c'est le même principe que sur les autres flux de Sage. Donc, c'est des tables et c'est des champs qu'on a créés qu'on va pouvoir injecter, mais par rapport si nécessaire. Ouais. est-ce que ça comptabilise toutes les échéances d'emprunt tous les mois en automatique? Oui, en automatique ou pas, mais là aussi, le traitement, il peut être branché sur un automate. Donc, dès lors qu'on peut brancher le traitement de quotidienne sur un automate, on peut bien sûr les générer en automatique tous les mois sans aucun problème. Ça marche. Ben, on peut poursuivre. Il nous reste 5 petites minutes. Ah, il va falloir que j'accélère. Moi, je suis presque à la fin. Allez, ApoCac. Donc, l'idée, c'est de sécuriser les documents pour les CAC. Donc, voilà, que ce soit avec Price, Deloitte ou autre, on a parfois des demandes un peu complexes sur
mais sur les demandes CAC, puisque en fait, ils vont nous demander tout un tas d'objectifs, donc tout un tas de données, de documents, la gestion du changement des risques pour les utilisateurs, la migration de données, j'ai fait une migration de données, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ma migration elle est conforme, comment je peux assurer que ma donnée A est bien présente entre mon ancien logiciel et mon nouveau logiciel est toujours présente, quelle est l'architecture fonctionnelle et quelle est l'architecture de mes interfaces, quelle est la sécurité, mes logiques et comment je gère la séparation des tâches. Donc voilà, donc tout ça, on peut avoir des demandes CAC qui peuvent être très 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 fournies. Et donc, on va pouvoir les lister et y répondre de manière le plus précis possible. Alors, bien entendu, ça va dépendre des demandes que les CAC vous font. Donc là, on est plutôt sur une expertise et sur un accompagnement. Donc, le budget, on est entre 5 et 10% du projet parce que ça peut être assez conséquent, hein, mais les demandes CAC mais les livrables, on a eu des cas où on avait plus de 70 documents à fournir au CAC. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Voilà. Et donc, dans les livrables, Apogea, on a tout un catalogue, que ce soit mais le RACI, mais la cartographie ASI, mais les installations, mais des patchs, méditeur, post, mes démarrages, etc. Voilà, donc là, c'est vraiment des pistes d'audit mais que vont nous demander des CAC. Je vais vous montrer quelques exemples après. Donc là, du coup, c'est l'audit personnalisé que l'on va mettre en place. Bien sûr, le but, c'est de répondre au cas qui est souvent un peu fastidieux, hein. Souvent, on va chercher les mails, l'historique de mails, de qui a fait quoi. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et là, on rentre dans une démarche qualitative, gestion de projet, voilà, et qui est très pro et qui satisfait mais pleinement les CAC. Donc là aussi, on a une bonne expertise sur le sujet. Parmi les objectifs que l'on trouve, que je vous ai mis listés, on retrouve mais le périmètre, hein, donc la revue mais de gouvernance, mais les actions qui sont faites post le démarrage, les formations, qui s'en forme, sur quel planning, quelle est la stratégie, la migration des données, la mise en forme, le processus, vérifier que les données, la mise en forme est bien robuste, qu'il n'y ait pas de modifications faites entre-temps, la gestion de tout ce qui est interface, l'impact sur les autres les systèmes IT et toute la partie sécurisation de la base, la séparation des tâches et autres. Voilà, donc là, un petit extrait des demandes CAC qu'on a l'habitude de faire, donc avec met la demande, les commentaires, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir y répondre et toute une batterie de livrables, hein, fournis par Apogea, avec le livrable, mais le document, le responsable, où est-ce que l'information est stockée, à quelle échéance et à quelle demande de CAC est-ce que ça correspond. Donc, vous voyez, parfois, on a des demandes quand même assez conséquentes. Et donc, voilà. Tout ça, ça peut prendre du temps, mais voilà. On a cette expertise, on sait le faire, on sait vous accompagner sur le sujet. Pas de questions sur ce sujet, Jessica? Non, pas de questions. Alors, c'est tombé, il nous reste peu de temps. Euh, on va finir par le Apo Connect. Le Apo Connect, en fait, c'est apporter l'expertise de Apogea sur différents connecteurs. Donc là, le budget, bien sûr, va être selon de quel type de connecteur est-ce qu'on parle. Donc, c'est des connecteurs qui sont personnalisés par Apogea en mode API, donc Application Programming Interface. Donc, le but, c'est que les logiciels dialoguent en temps réel. Alors, on ne les a pas tous listés parce qu'on en a pas mal. Donc, on a un connecteur qui existe avec Salesforce, c'est une solution CRM. On a un connecteur avec avec Cross, pardon, excusez-moi, qui est un DMS automobile. On a des connecteurs avec Stripe pour tout ce qui est de la gestion de paiement. On a des connecteurs avec Mepadoa sur tout ce qui est médecine du travail. On a bien sûr un connecteur IQ, c'est un partenaire avec qui on travaille beaucoup sur la partie des maths. Et on en a pas mal d'autres. On les a pas tous listés parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'idée, en fait, c'est que si vous avez des solutions métiers particulières, qui sont ou qui ne sont pas dans cette liste-là, vous pouvez nous contacter si ça vous intéresse, puisque on a une forte expertise pour faire dialoguer les différents outils métiers
avec Sage au travers de nos différentes API pour sécuriser les flux tiers, les flux d'écriture, les flux de commande, etc., etc. Voilà, donc on a vraiment la compétence pour ça et l'expertise sur pas mal de connecteurs du marché. Donc l'idée, c'est de sécuriser les flux parce qu'on va être, puisqu'on va en fait, ça va passer par des API, non plus par des fichiers plats qui peuvent avoir leurs limites. On est 100% en temps réel, hein, c'est le principe des différentes API. On va forcément gagner en productivité parce qu'on est en temps réel, parce qu'on n'a pas les fichiers d'export, import avec toutes les contraintes que ça amène. Voilà. Et là aussi, on profite bien entendu de l'expertise Apogea. Après, je n'ai pas forcément de print écran puisque ça va dépendre beaucoup de votre connecteur. Alors j'ai deux questions par rapport à Oui, ça. Les API sont directement dans la mille oui, se ou, développe, mais oui, oui. et on peut créer des API avec n'importe quel outil? Potentiellement, oui. Après, ça dépend ce que votre outil accepte. Mais oui, puisque les API sont accessibles dans Sage, donc on peut dialoguer avec à peu près n'importe quel outil dès lors que lui aussi accepte la gestion d'API. On peut faire dialoguer les deux solutions ensemble. Et que se passe-t-il dans les mises à jour? Eh bien, dans les mises à jour, les API sont mises à jour également. Donc, comme toute mise à jour, ça demande quand même un recettage, hein. Je vous rappelle que quand on fait les mises à jour de Sage, on passe toujours par une phase de recettage parce que tous les éléments personnalisés que l'on fait sont versionnés dans Sage. Donc, ne serait-ce que ça pour s'assurer qu'une mise à jour à un champ appliqué par Sage n'a pas d'impact sur les personnalisations qu'on a pu faire. C'est le même principe avec mais les API, s'assurer que la montée de version, donc que les champs impactés par l'éditeur n'impactent pas notre API ou voilà. Donc oui, c'est bien inclus sur les montées de version, mais bien entendu, ça passera par une phase de recette qui nous permettra de nous assurer que l'API en question fonctionne toujours et qu'il n'y a pas d'impact parce que l'éditeur a modifié un champ exploité mais sur notre API, hein. Mais encore une fois, tout ça, c'est fait avec les outils de Sage, donc les montées de version sont du coup assurées. Bah écoute Vincent, je vois pas d'autres questions. Mais merci. Donc, rapidement, les prochaines web démos. Donc, on va avoir une web démo en septembre qu'on va orienter sur la partie vente. On a nos e-days Apogea sur le mois d'octobre. La date n'est pas complètement arrêtée, mais ça viendra assez rapidement. En novembre, on fera une web démo sur le fast closing au travers des campagnes. Et sûrement en décembre, on fera une présentation Invox. On en fera peut-être une avant, c'est pas complètement arrêté, mais voilà, c'est un peu le programme. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos web démos faites sur le site Apogea, donc y compris celle d'aujourd'hui, ou la dernière qui était sur les produits ConnectEdge ou sur la V11 et sur la facturation électronique, dont on parlera sûrement au mois d'octobre avec les e-days Apogea. Voilà, on voulait vous remercier pour votre présence, pour votre confiance, et puis on espère se retrouver très 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 rapidement pour de nouvelles aventures. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des nouveaux, est-ce qu'il n'y a plus de nouvelles versions Sage? Alors, pour l'instant, non. Après, on ne peut pas vous le garantir à 100%, puisque pour l'instant, Sage est resté sur la version 11, qui est la version estampillée à facturation électronique, qui va évoluer à travers de patchs. Mais pour l'instant, officiellement, on n'a pas de nouvelle version qui sort. Après, on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, ils changent d'avis et qu'ils nous sortent une V12, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Donc la dernière version est la version 11 et pour l'instant, on n'a pas de communication ou de politique
de Sage, d'aller sur une version 12 ou autre, serait sur une mise à jour de patch sur tout ce qui est facturation électronique notamment, puisque bien entendu, c'est le gros sujet en ce moment. Bah, écoute Vincent, je ne vois pas d'autres questions. Je vois des gens qui dans le chat qui disent merci pour cette présentation. Merci Vincent, bravo Vincent. Merci. Merci à vous. Et ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres, m'a remonter soit vers Raphaël, soit vers moi, soit auprès de votre ingénieur commercial, Apogea. On est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup Vincent et merci à tous les participants. Merci, très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.